On va commencer par un article qui est un entretien avec Boualem Sansal, qui pourra peut-être faire aborder le sujet à des personnes qui ne sont pas de notre avis. Comprendre, Boualem Sansal est un Algérien. Et donc il y a eu un entretien et un ensemble de vidéos parce qu'il était, je crois il était un peu moins dans les médias. On avait dû le mettre de côté pendant la présidentielle, à mon avis, l'année dernière et tout ça. Et puis d'un coup, là, en fin d'année, alors c'est certainement parce qu'il sortait un livre, donc voilà, ça c'est toujours le cas. Euh, un entretien en fait avec Boulevard Voltaire et il y a aussi, il n'y a pas que cet entretien, il y a des tas de vidéos qui sont sorties en novembre, décembre avec beaucoup de choses qui sont dites. J'avais mis de côté dans À voir si vous voulez aller voir dans la playlist, notamment une à Boulevard au Figaro je crois, mais il y en a plein. C'est très intéressant tout ce qu'il dit. Je suis en train d'essayer d'écouter parce que moi je m'intéresse beaucoup à la guerre d'Algérie pour savoir ce qui s'est passé et puis ce qui s'est passé ensuite en Algérie. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai allé écouter ce qu'il disait ou lire ce qu'il disait. Et donc voilà, on va démarrer par cet article, cet entretien. Sinon, n'oubliez pas hein, de soutenir les différents médias que je regarde. Là, surtout, là, il va y avoir pas mal de. Toujours pareil, F de Souche, Boulevard Voltaire, VA. Que des trucs de fascistes, hein, bien sûr. Hein, c'est que des trucs de fascistes. Et Le Figaro, ça c'est fasciste boomer. Attention, c'est pas pareil. Et donc n'oubliez pas aussi de liker, de vous abonner à cette chaîne pour pouvoir suivre ces émissions tous les matins. Ou ensuite pour pouvoir être au fait de l'actu. Bon, j'essaie d'être le plus concis possible, mais en général, il y en a tellement que ça dure plus longtemps qu'une heure. Mais bon. Et puis je suis bavard. Donc alors, cet entretien avec Bolen Sessam, qui va être le premier article qu'on va lire sur le sujet de l'islamisme, qui est quand même très lié aux frères musulmans, c'est pour ça que j'ai titré comme ça, en France. Et donc comment ça s'étale de partout, et on va voir la vie d'abord d'un Algérien, Bolen Sensal. Mais pas que, ça aussi, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la France, là on voit qu'il va démarrer sur aussi tout le Moyen-Orient, parce que le Moyen-Orient aussi est colonisé par cette idéologie des frères musulmans. Moyen-Orient, Maghreb, partout, ils font face aussi à cet islamisme rampant partout. Rampant. Nous, les plus rampants chez nous, dans leur pays, c'est plutôt la mainmise à plein d'endroits. Alors, Monsieur Boalen Tensal, que penser de la situation en Iran, en Algérie, son pays, où se rend Elisabeth Borne, et la France alors, faut-il redouter l'islamisme ou l'islam? Les réponses sans concession de l'écrivain Boalen Tensal. Alors c'est la chef de Boulevard Voltaire, Gabrielle Cluzel. Commençons par l'actualité. On vous sait très inquiet de la question islamiste. Quel regard portez-vous sur les événements en Iran? Sont-ils propres à vous réjouir? Donc j'imagine que c'était aussi... Comme c'est en octobre, c'était au moment... Mais ça faisait un moment qu'elle avait commencé, je crois, les révolutions en Iran. Sensal. Le fait est remarquable, et il faut saluer les Iraniens. Les Iraniennes. Ouais, allez, forcément. Les Iraniens aussi, je crois qu'il n'y avait pas que des Iraniennes. Mais c'est vrai. C'est sûr que faut saluer les Iraniennes et pas celles qui, pas les actrices là qui s'étaient coupées des cheveux en France quoi, mais c'est n'importe quoi. Enfin bon, pour leur immense courage, faut les féliciter. Comme il faut dénoncer le fait que les Iraniens se taisent. Ah bon non, bon bah non, les Iraniens non, d'accord. Bon, vaut mieux l'écouter parce que bon lui il sait peut-être certainement plus que moi je vais rien dire. Je vais juste dire ce qu'il dit. J'aurais voulu les voir enlever leur chèche et se couper les cheveux et la barbe. Ouais, c'est pas faux. Le véritable ennemi de la femme est l'islam, qu'elles sont par ailleurs les premières à défendre. Mais il est aussi et surtout l'homme, qui par ailleurs aime tant être le bras séculier de l'islam pour les punir. Tant que les combats des femmes resteront les combats des femmes, l'injustice qui leur est faite restera le fondement de l'ordre général. Je suis triste de voir encore une fois les femmes seules dans leur combat pour se libérer de cette double oppression, celle de l'islam et celle des hommes. Ah bah c'est sûr que alliés des hommes, les hommes alliés à l'islam ou à une religion très puissante, c'est chaud pour les femmes, ça c'est sûr. Et pour les non-croyants aussi. Telegram dans le. Tu peux aller sur le Telegram dans le. Ah putain, il y a le lien. Parce que j'ai Twitter, j'ai été banni.
Mon compte, il avait été banni. Et, Discord, non, j'en ai pas. Enfin, j'en avais un avant, mais je vais plus dessus. Alors, Gabriel Cluzel. Pendant que des femmes iraniennes manifestaient, la Commission européenne faisait une nouvelle fois la promotion du hijab via une campagne publicitaire. N'est-il pas étrange de voir l'Europe se voiler quand l'Iran se dévoile? Donc là, c'est, rappelez-vous, c'était la campagne de pub, et il y en a eu pas mal depuis. D'ailleurs, il y en a une ou deux encore que fait l'Europe, l'Union européenne, hein, avec des associations qui sont liées aux frères musulmans, on va le voir après. Donc les frères musulmans, hein, c'est une des branches les plus rigoristes de l'islam, hein, liée au wahhabisme, si je ne me dis pas de conneries. Et donc c'est vraiment c'est des islamistes, quoi. Il y a rien d'autre à dire, quoi. Et bon, voilà, on va voir en détail après. Et donc il y a eu des campagnes qui étaient faites pour voir des Européennes voilées, quoi. Et il y en a encore plein, là. On se demande, on ne sait pas trop, bien sûr. Il y a plein de trucs pour dire à chaque fois, oui, il faut l'inclusivité et tout, mais à chaque fois, sur toutes les images, il n'y a qu'un seul symbole religieux, hein, c'est toujours l'islam, quoi. C'est fou comment on se fait quenelliser, c'était un truc de fou, quoi. Alors, Bolen Sensel par rapport à ce truc des femmes voilées. La commission croit faire de la pédagogie en produisant des mantras écologiques du genre. Banaliser un problème et il disparaîtra de l'ordre du jour. Plus on débat d'un problème, plus vite les gens s'en lassent et plus vite ils passeront à autre chose. Traitez votre pire ennemi en ami cher qui vous veut du bien et vous le guérirez de sa folie. C'est marrant, j'avais jamais vu que sous cet angle-là, mais ça me paraît un peu naïf comme analyse de ce que fait l'Europe. De toute façon, on verra. Popularisation de notre côté des contre-mantras du genre. Ignorons la commission, elle finira par se taire et disparaître. Pas mal. Maintenant que les dégâts sont là, horribles et irréparables, il faut désigner un coupable et le poursuivre. Je me demande qui, à ce stade, est plus nocif pour cette Europe puérile que s'oblige à tant de fausses vertus, l'islam ou la commission, ou les peuples moutonniers programmés pour suivre n'importe quel loup déguisé en berger. Moi je suis d'avis qu'on interdise l'islam et la commission, et qu'on sanctionne durement les moutons. Eh ben, il y a un peu radical, papy, là. Mais bon. Alors, Gabriel Cluzet, qu'avez-vous pensé de la réflexion de ce député de la France insoumise, Louis Boyard, cette belle petite fistule, renvoyant dos à dos ceux qui imposent le voile là-bas et ceux qui veulent l'interdire ici, en les accusant d'être tous ennemis de la liberté? Il a dit ça, cette petite voilà. Hein. Monsieur Boyard, qui sait ce qui est mieux pour la femme, devrait s'obliger à nous l'apprendre. Faut-il interdire ceux qui rabaissent la femme ou interdire ceux qui veulent interdire ceux qui la rabaissent? Attention, hein, elle est belle cette phrase. La liberté, est-ce la liberté de ne pas prendre parti entre ceux qui imposent déjà depuis des siècles et ceux qui souhaitent timidement d'envisager la possibilité d'interdire, et seulement dans l'espace public, et seulement quand trop c'est trop? Ouais. Voilà, Boyard, en gros, tu dis de la merde, Boyard. Gabriel Cusack, comment expliquez-vous que les féministes françaises soient si peu offensives sur ces thématiques, voire que certaines d'entre elles aient les yeux de chimène pour les islamistes? Parmi les 113 signataires de la tribune au printemps dernier pour le Burkini, en mai, mais ce qu'il te plaît, figurait Caroline de Haas et Alice Coffin. Ah ouais, putain. Ah ouais, elles sont balèzes, elles, je me rappelais pas de ça. Les féministes françaises sont des féministes de salon, des bourgeoises raffinées touchées par l'ennui. On peut leur suggérer un petit séjour en Iran, en Algérie ou tout à côté, dans les territoires perdus de la République ou à Molenbeek. Elles verront de leurs yeux ce que leurs consoeurs, si elles sont encore vivantes, endurent au quotidien. Mais le risque est qu'elles soient touchées par le syndrome de Stockholm et courent rejoindre Daesh. Alors attention, je vais faire mon gauchiste là, mais c'est juste que c'est complètement hallucinant. Donc nous à Montpellier, on a vu des petites filles, j'ai vu des petites filles de 8 ans voilées, et bien voilées, hein. Mais pas tout le temps, ça c'est a priori je pense que c'est aussi quand il y a des fêtes et tout. Par contre, des jeunes filles de 12, je dirais même 11 ans, entre 11 et 14 ans, j'en ai vu des dizaines, mais des dizaines et des dizaines. Et c'est vraiment un crève-cœur parce que, bon, les pauvres, quoi, déjà, parce qu'elles sont jeunes et en théorie innocentes, hein, elles ont certainement été formatées, voilà. Mais ce qui est dur, c'est de se dire que dans notre pays de liberté, soi-disant, hein, on a réussi à faire en sorte que des femmes et des jeunes filles, veuillent se voiler, quoi. Tellement, bande de fistules de merde,
de gauchistes là qui avaient détruit en fait l'assimilation et aussi avec l'immigration massive, on, on a empêché le fait que jamais elle pense à ça, quoi. C'est quand même un truc de fou, quoi. Franchement, quand je vois ça à Montpellier, je suis complètement atterré et j'ai envie de tout casser, quoi. Et bon, sans parler hein, du fait qu'il y a des profs qui ont leur tête qui roule sur le sol et tout ça, mais ça c'est un peu ultime, mais attention, c'est trop fait ça. Mais bon, c'est vraiment très bizarre de se dire ça, que des jeunes filles qui ont la liberté d'être en France puissent arriver à se dire de mettre le voile. Alors il y a une pression pour beaucoup dans certains endroits, mais moi je parle de quartiers un peu bourg. Pas, moi je suis pas dans un quartier bourge, mais on est quand même pas très loin du centre-ville. Et voilà, il y en a plein partout, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Maintenant, c'est sûr que c'est partout. Et donc, les jeunes filles, elles le font. Je pense qu'il y en a pas mal qui le font par volonté. Et qu'on ait réussi à faire ça, c'est assez grandiose, quand même. Je sais pas si on aurait pu détruire plus notre pays en termes comment dire, d'idéologie. Parce que il y en a plein qui sont contre la République, contre le... euh, comment dire, là où on en est, que la République c'est ce qui a tué le roi, qui a détruit le catholicisme, machin, tous ces trucs-là qui étaient si on a détruit le patriarcat et tout ça, on a détruit la famille, le divorce, enfin tout, on en est à des trucs. Maintenant l'égalité homme-femme est en train d'exploser. Bon, c'est parce on y était arrivé à l'égalité homme-femme. Hein, pour moi, dans les années 80-90, il n'y avait plus besoin d'aller plus loin, quoi. Il fallait continuer dans ce respect. Donc on est arrivé à tout détruire comme ça, ouais. Et donc en fait, on aurait dû quand même garder une certaine ligne, mais on a réussi même à redonner envie à même ça se passe pas mal chez les catholiques, je crois. À, voilà, se retourner contre ce que c'est la France, ce qu'elle propose pour euh, voilà, embrasser une autre culture, ne pas se sentir, ne pas avoir envie de s'attacher à ce pays, quoi. Franchement, c'est balèze, balèze. Ouais, c'est un peu comme, ça n'a rien à voir, mais quand Charles Gave il dit on a réussi à faire que ce pays, la France, elle importe de la nourriture parce qu'elle n'a plus assez de nourriture. Ça, c'est un peu je pense, ça montre bien à quel point on a réussi à détruire le pays, quoi. Bon, continuons, parce que je m'étale comme d'habitude. Alors, Gabriel Cluzel, pendant que l'apprentissage de l'arabe fait son entrée à l'école primaire française, et ouais, vous n'avez pas envie, hein, mais c'est comme ça. Hein. Celui de l'anglais, propre à supplanter le français, arrive en Algérie. Pourtant, les Algériens semblent toujours aussi friands de visa français. Pour comprendre l'Algérie, les lectures du premier et du deuxième degré ne suffisent pas. Il faut aller au degré 7 et plus. Pour résumer, donc ça c'est Boulen Sensal, hein, pour résumer, il faut savoir que les Algériens du premier collège sont encore colonisés. La France, c'est leur maman. Ils veulent qu'elle les traite comme ses enfants chéris. Eh mon fils, la vérité mon fils. Bon, c'est pas vraiment cet accent-là, mais c'est pas grave, c'est un peu pareil. Recevoir d'elle des cadeaux, des câlins, des dispenses, des distinctions prestigieuses, des sièges, des sinécures. Certains rêvent de recevoir le même extraordinaire traitement que la France impériale a offert à l'émir Abdelkader. Et elle l'a reconnu comme héros et grand ami de la France et lui a offert tout ce qu'elle avait de médailles, de titres et de pensions exceptionnelles qui ont été reconduites pour ses descendants jusque dans les années 2000. Et plus que tout, elle l'a écrasé de respect, d'admiration et d'amour. Ah, c'est beau, c'est beau, putain. Il sort des phrases comme ça en parlant, putain, il est balèze. Son action en faveur des chrétiens persécutés en Syrie lui a valu les plus grandes reconnaissances du monde entier. Entendez occidental. Hmm. Voilà de quoi rêvent nos petits capitaines, nos brillants marchands à la sauvette et nos futurs demandeurs d'asile. Ne l'ayant pas obtenu, ni par les sourires, ni par la corruption, ils s'attaquent à ce qui fait la France. Sa langue, sa culture, sa laïcité, son art incomparable de la liberté. Finalement, perdre la guerre et être colonisé est nettement plus profitable que gagner la guerre et être obligé de quémander à genoux des visas et des bourses pour ses enfants, ainsi que l'immunité diplomatique pour qu'ils puissent s'amuser comme au bled. Macron n'a pas compris tout ça. Dans son analyse, il a été jusqu'au degré 5, ce n'est pas suffisant. Il a surtout dit que c'était un crime contre l'humanité, la colonisation, va te la mettre au fond, saloperie de Macron. C'est sympa sa petite analyse quand même à ce monsieur. Alors Gabriel Cluzel, lorsque Manuel Macron, il est arrivé à Alger, on a dit qu'il comptait, qu'il comptait user des visas comme monnaie d'échange pour le gaz. N'est-ce pas un peu paradoxal? Là aussi de constater que l'Algérie conspue volontiers la France et l'accuse de tous les maux et en même temps n'a rien de plus pressé que d'y envoyer ses enfants. Alors, Bolen Sensal. Au degré 5 de l'analyse, Macron n'avait pas tous les éléments pour bien jouer à la pleurniche avec les faux anciens combattants d'Alger. Il s'est proprement fait rouler dans la farine.
Ici, on a compris avant lui qu'il ne venait pas pour offrir ce qui était attendu de lui, de la repentance, de l'allégeance, des réparations, mais pour avoir la promesse que la France ne serait pas oubliée cet hiver dans le plan de partage du gaz de Hassi Messaoud et Hassi Hermel, découvert par la France en 1956. Donc tout le gaz et l'électricité et le pétrole. Il sera obligé maintenant de venir à Alger avec des cadeaux toutes les semaines, jusqu'à la défaite de l'Ukraine ou de la Russie ou du monde. Son deuxième mandat est mal parti. Il se terminera dans le bruit et la fureur, cher à Mélenchon. Je lui proposerai bien une solution, mais ces choses ne s'écrivent pas. Ah, c'est intéressant. Est-ce que Manuel Macron il va rentrer en contact avec Bolen Sansal? Ah, ça serait une bonne idée. En fait, là, de toute façon, Macron, il fait un peu ce que dit Zemmour de temps en temps. Peut-être que parce que Zemmour, il en a parlé tout le long de la campagne de Bolen Sansal. Mais c'est comme c'était un sale juif, parce que tout le monde, voilà, l'aime pas Zemmour juste parce que c'est un juif. C'est pour ça que je sais que tout le monde l'aime pas, parce que nous, les fascistes, en fait, c'est parce qu'il était juif qu'on l'aimait. Parce que, en fait, les nazis, c'est les 93 autres pourcents qui n'ont pas voté pour lui. C'est sûr et certain. Parce que nous, on est des nazis, et en plus, on aime un juif, quoi. On l'adore, quoi. C'est un dieu pour nous. Je dis n'importe quoi. Alors, Gabriel Cluzet, récemment sur Sud Radio, vous avez fait remarquer qu'il y avait actuellement 3000 mosquées en France contre 10 autrefois. Il n'est pas certain que les Français aient envie de que leur pays se couvre d'un vert manteau de mosquée comme jadis, un blanc manteau d'église, pour reprendre les mots du moine Glabert, mais n'est-ce pas inéluctable? Le problème n'est-il pas plus migratoire que religieux? Ou dit autrement, n'est-il pas vain de tenter de contrer l'islamisme si en amont on ne fait rien pour contenir les arrivées massives sur notre sol de population en provenance de pays musulmans? C'est sûr, ça c'est sûr et certain que ce qu'elle a dit là comme question, c'est ça qui est le plus gros problème, c'est l'immigration, c'est pas l'islam d'abord. L'islam, on verra après quand on aura arrêté l'immigration. Il y aura d'autres priorités, je pense, quand on aura arrêté l'immigration, parce que c'est la priorité, il y aura d'autres trucs. Plutôt, au lieu de s'attaquer à l'islam, enfin si, il faut la contrer, mais il faut pousser à la création là. D'ailleurs, je suis allé voir Vaincre ou mourir hier soir et je le conseille, j'en parlerai demain. L'illusion est là. Croire que le problème est surtout migratoire. Ah, d'accord. Bon, bah, il me remballe tout de suite, Balen Setsal, après que j'ai excusé. Un flux de cette intensité, comme on l'observe en Europe, est un immense problème et il n'y a rien à voir avec la religion. Il y a à voir avec la délinquance, l'insécurité, l'économie, le social, le politique. Le phénomène religieux ne lui doit pas grand-chose. La bombe islamique a explosé dans des pays où les immigrés musulmans se comptaient sur les doigts de la main. Pays scandinaves. Dans des pays où les musulmans présents n'étaient aucunement contraints dans l'exercice de leur culte. Grande-Bretagne, Allemagne, USA, Canada. Ah ouais, putain. Il a explosé dans les pays musulmans où l'islam est déjà roi en sa demeure, où la charia est appliquée à la lettre, et où il n'y a jamais eu de phénomène migratoire bouleversant. Ok. Putain, comme il remballe là. La bombe islamique est une bombe à retardement qui trouve son origine dans l'abolition du califat en 1924. Donc le califat turc, je crois. Je sais pas, je dis pas de merde. Je dis de la merde là, je crois. L'islam ne se conçoit pas sans le calife, qui est le représentant vivant du prophète sur terre. Comme le christianisme ne se conçoit pas sans Saint Pierre. Ce blasphème suprême a provoqué une colère inextinguible, accentuée par la colonisation de toutes les terres d'islam par les Européens. De là sont nés des mouvements politiques et religieux qui ont conduit aux luttes d'indépendance pour libérer les terres d'islam occupées par les chrétiens, au rétablissement de l'arabe, langue sacrée du Coran. Bonjour Mathieu, bienvenue. Ah mais c'est super intéressant ce qu'il dit là, Roger là. Ah c'est pour ça, parce que cette enquête est très importante. Bonjour, bonjour, c'est cool qu'il y ait du monde avec moi le matin, c'est la première fois. Ah, oui, ça fait un peu clochard quand je dis ça, mais bon, c'est comme ça. La bombe islamique est une bombe à retardement qui trouve son origine dans l'abolition du califat en 1924. L'islam ne se conçoit pas sans le calife qui est le représentant vivant du prophète sur terre, comme le christianisme ne se conçoit pas sans Saint Pierre. Ce blasphème suprême a provoqué une colère inextinguible, accentuée par la colonisation de toutes les terres d'islam par les Européens. De là sont nés des mouvements politiques et religieux qui ont conduit aux luttes d'indépendance pour libérer les terres d'islam occupées par les chrétiens, au rétablissement de l'arabe, la langue sacrée du Coran, et au retour à l'islam des origines et la reprise de la mission prophétique première de l'islam. Islamiser le monde. Sans calife, sans une institution genre Vatican, les musulmans font chacun à sa manière, utilisant comme en économie ce qui fait son avantage comparatif. La prédication, la politique, la science, l'économie, l'agit-propre, le djihad, le terrorisme, la démocratie, l'entrisme, etc. Tous ces moyens sont utilisés en Europe, région permissive par excellence. Ils participent
Ils participent pour l'essentiel des Européens eux-mêmes, par laxisme, par ignorance, par wokisme, par intérêt. Mais c'est énorme ça. Cette vision-là, je l'avais pas du tout, quoi. Ah, c'est trop bien. La bombe islamique. Pas mal, pas mal. Alors, Gabriel Cluzel. Les dernières élections présidentielles et législatives ont montré, à l'endroit de ces sujets, une prise de conscience d'une petite moitié du corps électoral. Osons la question. Pour vous, est-il déjà trop tard? L'hydre islamiste est-elle déjà inexorablement implantée dans notre pays par un pays où une solution politique est-elle encore possible? C'est ouf, hein, franchement, c'est trop bien. Et c'est trop bien ce qu'il dit. Wallen Sensal, il est trop stylé, ce mec. Franchement, c'est. Oui, je sais, c'est encore un. Mais c'est pas un immigré, lui. Il vit pas en France, hein. Il vit en Algérie. C'est important de voir aussi un peu les Algériens. Là, par exemple, il y a un Marocain que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui est bien stylé. Je l'ai découvert grâce à Bernard Lugan. Parce que Bernard Lugan, détesté dans notre pays, jamais dans les médias, à part sur Sud Radio vite fait. Il est en fait hyper ultra méga respecté en Afrique et il est invité par des gens et il était invité par Achachi, il s'appelle. Je sais plus comment c'est son prénom. Je crois que c'est non, c'est pas Rachid, je sais plus. Achachi, donc qui a fait sa chaîne. Bon, ce mec est très très intéressant. J'ai écouté quelques vidéos. Il fait une émission là, qui est en train de monter au Maroc. Il est bien stylé ce gars. Bon après, je me suis rendu compte qu'il était poteau avec Youssef Indy, qui lui est bon, voilà. Ah, bon, voilà. Je sais pas. J'ai essayé d'écouter certaines de ses vidéos, je le trouve pas très, enfin, pas très honnête en fait dans sa façon de parler, soi-disant avec ses études. Alors que bon, voilà, c'est pour ça. Mais Hachachi en tout cas, il est plutôt stylé. Donc ces deux-là sont très intéressants. Allez, je continue. C'est où que j'en étais là? Je suis trop descendu là. Ah, il participe à la nana. Alors, Gabriel Cluzel. Les dernières élections présidentielles et législatives ont montré, à l'endroit de ces sujets, une prise de conscience d'une petite moitié du corps électoral. Osons la question. Pour vous, est-il déjà trop tard? Ah oui, j'avais déjà posé la question. L'hydre islamiste est-elle déjà inexorablement implantée dans notre pays, où une solution politique est encore possible? Selon moi, l'islamisme n'a pas d'avenir, car il est plus idéologique que religieux. Trois raisons à cela. Les musulmans, dans leur immense majorité, le refusent et donc ils ne le serviront jamais, sinon marginalement. Les islamistes sont eux-mêmes en train d'évoluer. Ils préfèrent la politique, les élections, l'entrisme, le business. Deuxième raison, la démocratie française s'est montrée plutôt résiliente, pour utiliser un mot à la mode. Elle passe peu à peu de la résistance passive à la résistance active. Oui, ouais, j'ai pas trop vu ça, mais bon. Peut-être que c'est qu'il espère avoir un entretien avec Macron pour agir. Je rappelle qu'il va y avoir la loi sur l'immigration bientôt, là. Mais comme l'a dit Bolensessal, c'est pas lié. Mais bien sûr, c'est pas lié. Troisième raison, le souverainisme reprend du poil de la bête. Les Français en ont marre de leurs mauviettes, qui n'ont pas le courage de décider en toute souveraineté ceux qui ont été élus pour ça. Donc ça, c'est depuis 2005, bien sûr. En revanche, l'islam a gagné et ne cessera pas de gagner toujours plus. Il est définitivement implanté en France et en Europe, ça c'est sûr. À la fois comme islam de France et d'Europe, protégé par la loi de la République et de la Commission. Et comme islam en France, protégé par la Oumma mondiale et les États musulmans qui maintenant disposent de tous les moyens pour châtier les contrevenants. De quoi sera fait cet islam? À mon avis, il sera salafiste, possiblement dangereux si on lui refuse la reconnaissance de l'islam comme religion d'État, l'annulation des lois en faveur de l'homosexualité et de l'adoption, etc. Donc voilà, on arrive au bout. Donc ça, ce truc, c'est sûr que c'est très dur à admettre, le fait que l'islam est vraiment très implanté en Europe, et notamment en France. Mais ça va être le cas. Par contre, parce que hier, il y a Remplacement TV avec un autre gars qui me disait, mais pourquoi vous voulez les renvoyer, les gars, et vous voulez pas les tuer Mais les gars, les criminels, hein, pas les musulmans, les criminels. Bah, parce que bon, bah, la peine de mort, elle n'existe plus en France. Et bon, ça n'existe plus, quoi, c'est tout, quoi. Les renvoyer direct, ça serait bien. Mais par rapport à l'islam, oui, ça va être présent, mais en tout cas, le truc qu'on espère tous, en gros, c'est que d'un coup, l'État pose ses couilles, interdise tout un tas de trucs de l'islam en France, arrête la construction de mosquées, arrête de faire venir des gens, voilà, et dégage tous les, euh, tous les criminels en fait du pays qui ne devraient pas être là. Et ensuite de gérer ça, voilà, et donc comme d'imposer en fait une logique assez dure sur l'islam. Ce qu'on n'a pas fait, hein, et qu'on a fait pour les catholiques et qu'on a fait pour les juifs, hein. Donc c'est ça le truc, hein, qui est très important toujours à redire. Ça n'est pas juste de l'islamophobie, c'est juste que c'est ce qu'il faut, même si bon, bah, j'aime pas l'islam, quoi. Moi j'aime pas les religions de façon, de manière générale, j'aime pas les dogmes. Plutôt c'est pas les religions, c'est pas que j'aime pas les religions, c'est que j'aime pas les dogmes. Suivi bêtement.
qu'après, il peut y avoir des choses belles dans les religions quand même. Mais donc, imposer un cadre très fort à l'islam, et donc en faisant ça, il y a beaucoup de gens qui vont partir en fait, parce qu'ils pourront pas plus pratiquer leur islam, en théorie. Donc déjà, voilà, c'est enclencher ça dans les 10 prochaines années, c'est très important, et on verra ce que ça donne, quoi. Ok, donc cet article était passionnant, il y a des tas de vidéos de Wallen Zensal à aller voir, surtout les dernières là, c'est assez exceptionnel. Franchement, il parle bien, voilà, il explique bien les choses, il a l'air de, il connaît bien la problématique. Et donc c'est passionnant. Donc on va passer à l'article suivant. Donc là, on va passer à un autre truc qui va être quand même sacrément intéressant, je pense. C'est donc dans le Figaro, il y a eu un entretien. Donc un article qui a été extrait du Figaro. C'est pas un article, c'est un entretien. Euh, Rémi Brague et Richard Malka. Donc Richard Malka, je crois que c'est un ancien de Charlie Hebdo, je sais plus. Mm. C'est ça ou c'était leur avocat, mais je sais plus. Ah non, là, voilà, avocat, écrivain. Donc de toute façon c'est écrit, donc je vais lire au lieu d'essayer de faire style que je connais. Alors Rémi Brague et Richard Malka. L'islam peut-il être tolérant? Dans son traité sur l'intolérance, l'écrivain et avocat de Charlie Hebdo oppose un islam des Lumières et un islam des Ténèbres. Une distinction que le philosophe Rémi Brague, membre de l'Institut et auteur de Sur l'islam, réfute, convaincu que le Coran est immuable, ce qui rend, selon lui, la frontière entre islam et islamisme difficile à tracer. Propos recueillis par Alexandre Devecchio et Pierre-Alexis Michaud. Rémi Brague, vous commencez votre livre en analysant le concept d'islamophobie. Que signifie-t-il? Rémi Brague, cette notion en tant que telle ne signifie rien. C'est avant tout une insulte. Et comme toutes les insultes, elle n'a pas de solidité sémantique très forte. Nous savons maintenant, grâce à deux chers chercheurs du CNRS, qui a employé en français pour la première fois ce terme d'islamophobie. C'est un administrateur colonial français qui s'appelait Alain Quelien, et qui a écrit en 1910 un livre selon lequel la colonisation française n'a pas à avoir peur de l'islam, parce que les musulmans acceptent finalement assez bien la présence française. Il est très intéressant de voir que ce livre fait preuve d'une sorte de paternalisme envers les populations colonisées. Quélien a fait une comparaison entre l'islam et le christianisme. Il dit que ce dernier est trop compliqué pour les Africains, et que par conséquent l'islam est bien pour ces gens-là. Il y avait donc derrière son anti-islamophobie une vraie condescendance coloniale. Et c'est important de rappeler cela, car on a parfois l'impression que dans certains cercles intellectuels, germanopratins et autres, il y a une attitude qui relève de ce paternalisme colonial. Il affirme, nous autres Européens, nous sommes libérés sexuellement, nous sommes capables de critiquer toute chose, nous sommes très intelligents. En revanche, pour les musulmans, il faut les laisser mariner dans leur jus traditionnel culturel, car ils ne sont pas aussi malins que nous. Eh ben, c'est vrai que c'est pas... Non, il faut avoir un respect des différentes civilisations. Très important. C'est juste que deux civilisations qui sont sur le même territoire, c'est très compliqué, quoi. Donc, les bien-pensants, sous couvert de bonne conscience, ont préservé des réflexes coloniaux. Ok. Richard Malka, ah oui, d'accord, donc il fait le lien entre le fait que ceux qui pensaient l'islamophobie euh, et le fait que les gauchistes, en fait, ou les bien-pensants, en fait, se servent du mot islamophobie, qui est en fait une vision coloniale, quoi. C'est intéressant, patriarcal, quoi. Bah ouais, non, mais en même temps, de toute façon, les gauchistes, c'est les... comment dire? C'est souvent un raisonnement de colon blanc, en fait, puisque en gros, ils sont pas capables de faire la différence entre les peuples et de voir, en fait, qu'il y a vraiment des différences de civilisation et de raisonnement, mais c'est la construction, enfin voilà, c'est pas des interchangeables les gens, c'est la construction des peuples, quoi. Parce que beaucoup de gens qui sont arrivés depuis très longtemps, en fait, ils viennent avec, comme en plus il y en a beaucoup, beaucoup, et ben, ils restent dans leur civilisation, on va dire. Enfin bon. Alors, et donc en fait, les gauchistes, ils veulent l'imposer, ils disent oui, on va vous expliquer, c'est bon. Ah non, mais c'est vrai que maintenant, les gauchistes, en fait, sont plus en mode restez comme vous êtes. De toute façon, il faut aller voir le témoignage de Claire Koss, ça c'est vraiment parfait quoi, pour comprendre en fait la catastrophe en fait de SOS Racisme, de tout ce bordel. Mais bon, la fin de l'assimilation.
mais qui a commencé avant, hein, à partir des années 68. Alors, Richard Malka. J'adhère totalement à l'idée de Rémi Brague. En 2007, je plaidais déjà pour Charlie Hebdo et affirmais que les véritables racistes étaient ceux qui nous accusaient d'islamophobie. Parce que nous, à Charlie Hebdo, on traitait toutes les religions de la même manière. Alors que ceux qui nous incriminaient considéraient que les musulmans n'étaient pas capables d'avoir du recul par rapport à leur religion, n'avaient pas d'humour, et qu'il fallait donc les traiter à part. Ah, c'est tellement parfait, comme c'est dit. Il voulait une loi pour limiter la liberté d'expression, spécifiquement s'agissant de l'islam. C'est le vrai racisme, c'est extrêmement paternaliste. Ouais, c'est bien dit ça. Évidemment, comme l'a dit Salman Rushdie, l'islamophobie est une arme de censure pour que les aveugles restent, pour empêcher toute critique de l'intégrisme, du fanatisme, de l'islamisme, des frères musulmans. C'est une arme de l'idéologie victimaire pour culpabiliser l'autre en permanence et le faire taire. Richard Malka, on entend très souvent que l'islamisme représente une petite minorité qui n'a rien à voir avec l'islam. Est-ce le cas? Et faut-il faire la distinction entre islam et islamisme? Question pertinente. Alors, réponse de Richard Malka. Je bois un petit coup, désolé. Pour reprendre les mots de mon défunt ami Abdelwahad Medeb, l'islamisme est le cancer de l'islam. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Depuis les débuts de l'islam, il y a toujours eu deux visions qui se sont affrontées. Il y a une vision plaçant la liberté de l'homme et la raison au centre de la religion, c'est l'islam des premiers siècles, du savoir, de la connaissance des grands philosophes, pendant que l'Occident était, lui, dans l'obscurantisme. Bon, ce qui n'est pas complètement vrai, sans vouloir défendre l'Occident à fond, mais on est en train de découvrir quand même pas mal que la vision archaïque du Moyen-Âge est pas mal biaisée par beaucoup de choses. Mais effectivement, quand même, on a passé du temps, un temps particulier de 500 à 1500, quoi. Mais bon, continuons. Mais il y a aussi un islam littéraliste qui refuse l'interprétation des textes et pense que le Coran est incréé, qu'il s'agit des paroles de Dieu lui-même et non de son prophète, et dans ce cas, c'est une parole figée à tout jamais. C'est un islam de la soumission, de l'obéissance, du refus et de la raison. Il y a toujours eu un mouvement de balancier entre les deux. Malheureusement, l'islam radical est financé partout dans le monde par la vision sectaire wahhabite depuis des décennies. L'inquiétude, c'est que ce courant-là devienne l'orthodoxie. Ouais, c'est vrai que ça fait peur, quoi. Ce n'est pas forcément le courant le plus important en nombre, mais c'est celui qu'on entend le plus. Ok. Ouais, ça, j'aimerais bien avoir des chiffres là-dessus. C'est eux, là, les deux, Richard Malka et Rémi Brague. Alors, attendez, je suis bien bon endroit, non, c'est bon. Donc, c'était quoi? C'est le plus revendicatif. Alors, on va zoomer. Tac. C'est le plus revendicatif, le plus militant, le plus financé. L'autre courant pour lequel la religion se vit tranquillement n'a pas nécessairement envie de s'exprimer. Il y a donc un déséquilibre et une pression qui s'exerce. Rémi Brague. Je dois avouer un certain agacement lorsqu'on me dit il n'y a pas un quelque chose, mais de quelque chose, mais des quelque chose. Je comprends pas très bien la phrase là, je suis un peu teubé de toute façon. C'est une manière de botter en touche et de se permettre un choix là où les choses sont bien plus compliquées. Si on parle des philosophes, c'est quand même Averroès qui a écrit « Il faut tuer les hérétiques » et pas dans une œuvre juridique mais philosophique. Ibn Arabi semble partager dans ses écrits la vision édulcorée de l'islam que Richard Malka décrit. Mais lorsqu'il est consulté en tant que juriste, il insiste pour que l'on applique de manière très stricte des règles qui ont explicitement pour but de maintenir les communautés non musulmanes vivant en territoire musulman dans une sorte d'humiliation permanente. Il n'y a donc pas deux conceptions hétérogènes. La différence est assez difficile à tracer entre l'islam et l'islamisme, c'est une différence de degré plutôt que de nature. L'islamisme est un islam impatient, et l'islam est un islamisme patient. Mais je me demande si le but dernier ne serait pas le même pour les deux. La véritable différence n'est pas entre islam et islamisme, mais entre la religion islam-islamisme, et les musulmans de chair et d'os qui ont envers l'islam une attitude qui peut varier, de l'adhésion sans réserve à un vague sentiment d'appartenance. Richard Malka,
Pourquoi faites-vous la distinction entre deux islams? Richard Malka, il me paraît compliqué de dire qu'il y a d'un côté la religion qui n'est pas tolérante en soi, et de l'autre côté les musulmans qui eux pourraient l'être. Parce qu'une religion n'est que ce qu'en font les hommes. Ouais, mais après il y a les masses aussi, hein. Il y a le problème des masses, c'est pas que les hommes. Oui, les hommes, de toute façon il a dit des hommes, c'est de manière générale. Je ne crois pas du tout que ce soit le texte du Coran qui pose problème plus qu'un autre. Si l'on prend le christianisme, c'est une religion beaucoup plus pacifique que les deux autres monothéismes. La Bible est un texte de paix et d'amour, sauf que ça a quand même donné l'Inquisition. Les guerres de religion, l'évangélisme forcé, en partant d'un texte pacifique. Oui, bah alors t'imagines si les textes de la Torah et les textes du Coran sont en plus guerriers de base, c'est pas rassurant, quoi. Mais bon, c'est pas totalement faux qu'il faut séparer, quoi. De même, pour la Torah, qui est le texte religieux le plus rude des trois, car écrit 1000 ans avant le Coran, cela n'a pas empêché l'évolution du judaïsme par ses réinterprétations constantes. Le judaïsme d'aujourd'hui n'a ainsi quasiment plus rien à voir avec le judaïsme des origines. Donc je ne suis pas convaincu que la question des textes soit si importante. Tout n'est pas figé, il peut y avoir une évolution positive ou négative. Ok. En fait, c'est vachement intéressant parce que quand on... Là, c'est le premier article qu'on a lu de Boalen Sansal. euh, Lui, il fait pas la différence et en gros, il parle. Alors, il n'a pas parlé des soufis, qui est un courant religieux qui est plutôt. C'est pas une modéré, ça veut rien dire modéré, qui justement remet en question ou fait une exégèse des textes, donc qui est très intéressant, euh, au lieu de l'interpréter directement et de l'appliquer. Et donc, ah oui, non, c'est ça que je veux dire, quand il parle du califat qui a disparu en 1924, il explique, donc j'imagine à la chute des Turcs, qui a fait que, en gros, maintenant, chacun interprète comme il veut, puisqu'il n'y a plus de califat, il n'y a plus de représentant de Dieu sur Terre, comme peut représenter le pape. Donc ça, moi, je parle beaucoup avec différents religieux qui, c'est vrai, pensent clairement que c'est un des gros problèmes, le fait qu'il n'y ait pas un dirigeant, en fait, en islam, qui permettrait d'orienter tout le monde, quoi. Tout le monde peut devenir, en fait, un imam, enfin, voilà. Il n'y a pas de structure, en fait, qui maîtrise l'islam comme peut maîtriser le catholicisme avec le pape. Bon, même si c'est pas ouf, hein, de toute façon, c'est toujours pareil. Donc c'est super intéressant quand il explique ça à Valensensal, et là, ils en parlent pas, donc c'est assez étrange. Mais bon. Là, c'est deux Français, donc Richard Malka et Rémi Braque. C'est une interprétation, alors que Valensensal, lui, c'est un Algérien. Donc lui, c'est un musulman pratiquant, je crois, un peu. Et donc lui, il est vraiment de l'intérieur, donc sa vision est aussi très intéressante. Bon, donc passons à la suite. Rémi Brague, êtes-vous d'accord avec cette idée que les religions ne sont pas figées par les textes et sont ce que les hommes en font? Rémi Brague, réponse. Jusqu'à un certain point, je partage ce qu'a dit Richard Malka, mais avec certaines retenues. Je suis évidemment un homme de texte, c'est mon travail. On peut aisément montrer que l'inquisiteur Torquemada a trahi l'évangile, mais bien moins facilement que Daesh trahit le Coran. Il faut voir la difficulté qu'ont eu les gens d'Al-Azhar à émettre une condamnation envers les djihadistes parce que Daesh leur disait « Lisez la biographie du prophète, c'est exactement ce que nous faisons ». On peut citer l'exemple du malheureux pilote jordanien qui a été brûlé vif par Daesh, et là il y a eu une discussion avec les gens d'Al-Azhar, qui ont dit « Non, il fallait juste lui couper une main et un pied, seul Dieu brûle les pécheurs en enfer ». D'accord, c'est tout à fait joyeux. Daesh a donc répondu qu'un compagnon du prophète avait brûlé vif ses adversaires et que ça ne pouvait donc pas être entièrement mauvais. Ça, c'est des discussions passionnantes entre les différents courants ultra. Non, franchement, t'aurais dû lui couper la main, non, c'était mieux. Parce que franchement, le brûler, c'était pas une bonne chose, hein. C'est pas trop respectueux du courant. Alors, au contraire, il est bien plus difficile de justifier les croisades par l'évangile. De plus, les croisades sont en fait historiques, sont un fait historique daté, alors que le djihad est une obligation permanente qui n'est pas située dans le temps, et pour prendre différentes formes, pacifiques ou non. C'est une obligation qui est censée venir de Dieu, car le Coran, pour les musulmans, a pour auteur Dieu. Richard Malka, vous mettez le doigt sur une controverse fondamentale entre ceux qui considèrent que le Coran est immuable et ceux qui se laissent une marge d'interprétation.
Les Ambalites, qui ont enfanté des Wahhabites et des Salafistes, avaient une conception figée des Écritures saintes, alors que la première école de l'islam, les Mutazilites, refusaient de considérer le Coran comme incréé, puisque passé par la médiation d'un homme, Mahomet. Nous ne sommes jamais sortis de cette discorde initiale. Et là, peut-être que justement, s'il y avait un chef musulman, lui dirait quelle est la voie, et donc en fait, ce serait clair pour tout le monde, en fait. Si c'était la voie interprétation. Je connaissais pas bien ce mot-là, incréé, ou si c'est plutôt une voie d'interprétation, et donc quelle est l'interprétation. Ce serait vraiment intéressant, hein, putain, si ça arrivait. Et qui pourrait faire ça, en fait, au final? Est-ce que c'est les Saoudiens? Ah, c'est chaud quand même. Est-ce que c'est les Turcs? Est-ce que... Bah, l'Algérie, bon, c'est compliqué parce que c'est quand même sacrément le bordel. Est-ce que c'est le roi Mohamed V ou 6 qui pourrait faire ça? Bon, ce serait vraiment intéressant, putain, si ça arrivait dans les années qui viennent, qu'il y ait un chef musulman pour voir comment ça tourne. Ça serait trop stylé. Alors, le Coran, comme créé, nous ne sommes jamais de cette discorde initiale. Concernant le djihad, comme obligation, il faut bien rappeler que le Coran dit tout et son contraire et assume ses contradictions. Certes, il y a le verset de l'épée, mais il y est aussi écrit il n'y a nulle contrainte en religion. Oui, mais là... Et si Dieu avait voulu que tout le monde croie, tout le monde aurait cru. Qui es-tu, toi, pour contraindre les gens à croire? Il y a donc deux Corans. Un Coran libéral, celui de la Mecque, et un plus belliqueux, celui de Médine. Ah, c'est pour ça qu'il s'est appelé comme ça, le chanteur. Ce sont les hommes qui, par l'interprétation, font le choix de l'un ou de l'autre car ils sont radicalement contradictoires. Lors de la construction de l'Empire abbasside, on s'est demandé comment résoudre tout cela. Des juristes sont réunis et ont décidé de l'abrogation de la partie pacifique au profit de la partie belliqueuse, parce ils avaient besoin d'un texte plus agressif pour l'expansion de l'Empire. Les Abbassides, attends, je vais aller voir ça, Abbassides, ça fait plusieurs fois que je l'entends comme ça. Les Abbassides sont les descendants de Abbas, l'un des oncles du prophète Mahomet. Les oncles du prophète Mahomet, forts de cette parenté, ils parviennent à exploiter le mécontentement des populations à l'égard des Omeyyades pour s'emparer du pouvoir en 750. Les Omeyyades, pour moi, c'est les premiers religieux. La conquête du pouvoir. Les Omeyyades appartiennent à l'ancienne oligarchie de la Mecque qui a obtenu le pouvoir avec la nomination du troisième calife, Uthman ibn Affan, 644-656, le seul membre de cette aristocratie à avoir rallié Mahomet au début de sa prédication. À la suite de l'assassinat de Uthman en juin 656 par des mutins de l'armée d'Égypte, la famille de Umayya accuse pour conserver le pouvoir le quatrième calife, Ali, de complicité dans ce meurtre. Ok, les Omeyyades. Donc les Abbassides, forts de cette parenté, ils parviennent à exploiter le mécontentement des populations à l'égard des Omeyyades pour s'emparer du pouvoir en 750. Les chiites, et principalement ceux de la Perse, contribuent largement sous la direction d'Abba Muslim au succès des Abbassides. Toutefois, la chute des Omeyyades ne découle pas d'antagonismes raciaux, mais plutôt d'une révolte sociale contre l'aristocratie arabe. Le moteur de la révolution réside dans le mécontentement économique et social des populations citadines non privilégiées. Marchands et artisans des villes de garnison, prenant conscience de l'importance de leur rôle dans le domaine économique, aspirent à la direction des affaires politiques. Au surplus, la classe dirigeante du royaume omeyyade devient, avec la cessation des guerres de conquête, seule activité productive de l'aristocratie, une caste historiquement désuète. Son renversement nécessite pourtant une conjugaison d'intérêts divers. Une fois la victoire remportée, la coalition contre les Omeyyades éclate. Se scindant en groupes, dressés les uns contre les autres, les Abbassides commencent par se débarrasser de l'aile extrémiste du mouvement. Abu Muslim est exécuté avec plusieurs de ses compagnons, et l'émeute fomentée par ses partisans est écrasée dans le sang. Tous les Persans ne sont pas pour autant écartés de la vie politique. Bien au contraire, l'aile modérée s'apprête à jouer un rôle de premier plan dans la direction de l'Empire. Intéressant. Ok, donc il parlait des Abbassides. Richard Malka, tac 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 tac, qu'est-ce qu'il disait? Le verset de l'épée, nanana. Il y a donc deux Corans, celui nanana. Ce sont les hommes qui, par l'interprétation, font le choix lors de la construction de l'Empire abbasside. On s'est demandé comment résoudre tout cela. Des juristes se sont réunis et ont décidé de l'abrogation de la partie pacifiste au profit de la partie belliqueuse parce qu'ils avaient besoin d'un texte plus agressif pour l'expansion de l'Empire. Tandis que le théologien Mahmoud Mohamed Taha, au XXe siècle,
considérer que c'est la deuxième partie du Coran, celle de Médine, qu'on devrait laisser de côté, car ce n'est qu'un texte de gouvernement à un moment donné, à Médine, et que la partie universelle du Coran est la première, libérale. Le choix dépend bien des hommes et des situations. Malheureusement, Mohamed Taha a été pendu. Oh putain, c'est énorme. Ok, alors, encore on répond, Richard Malka. Vous dites que le Coran assume lui-même ses contradictions, pourtant on lit à la sourate 4, verset 84. S'il y avait des contradictions dans le Coran, cela prouverait qu'il ne vient pas de Dieu. Deuxièmement, pour répondre aux contradictions du Coran, on peut appliquer la théorie de l'abrogation qui donne l'avantage au verset révélé plus tard. Donc l'existence de ces ambivalences ne pose aucun problème aux musulmans, il suffit d'appliquer ce principe. Il y a un verset qui dit « Ce n'est pas bien de boire, ne venez pas ivre à la prière ». Un deuxième affirme « Vous ne devriez pas boire ». Et enfin un troisième proclame « Il est interdit de boire ». Et c'est le dernier verset qui fait force de loi. Les musulmans ne boivent pas d'alcool. Il faut préciser que les mutazilites n'étaient pas non plus des enfants de cœur. Ils étaient partisans de la liberté métaphysique pour que l'homme puisse être récompensé et condamné justement. Mais ils n'hésitaient pas à envoyer les CCS, les compagnies califats de sécurité, contre leur adversaire. L'islamologue Ignac Goldziher disait que ce fut une chance pour l'islam qu'il n'y eut que 3 califes qui ont soutenu les mutazilites. Quant à la situation actuelle, il y a effectivement quantité de musulmans qui regardent leur propre islam avec des yeux qui ne sont pas ceux de Chimène, et qui n'hésitent pas à critiquer les dérives radicales. Et le problème, c'est que voilà, quand il y a une religion qui est aussi puissante, et qu'il y en a plein qui y croient à fond, et qu'en fait, après, vous regroupez tous ceux qui croient, comme au lieu de les séparer avec la problématique de la masse et la problématique en fait du fait qu'ils se regroupent, parce que les gens disent qu'on les parque, mais en fait, ils se regroupent. Quand on importe trop de gens, et ben en fait ça va pas diluer ce que notre pays aurait pu faire. Diluer cette pensée, il y en a plein, hein. Moi j'en connais plein des musulmans qui sont, c'est pas un bon exemple, mais qui picolent quoi, en fait, et qui sont des Français quoi, qui partagent la France, enfin qui sont pas, qui mettent pas la loi de la religion en premier quoi. C'est vraiment ça le souci quoi. Donc c'est sûr qu'il y en a plein, mais bon, voilà. Le problème c'est que il suffit d'une petite minorité de 20%, parce que les gens parlent d'une petite minorité, mais moi je dirais 20%, 15-20% qui imposent en fait, et voilà, la religion c'est compliqué la religion, hein. Seulement il faudrait que des non-musulmans le soutiennent. Alors, Chimène qui n'hésite pas à critiquer les dérives radicales. Seulement, il faudrait que des non-musulmans les soutiennent au lieu de se taire par crainte d'être traités d'islamophobe. La balle est dans notre camp. Oui, bah c'est ce qu'on essaie de faire, mais bon, avec les gauchistes, c'est pas facile. Avec le pays qui est totalement gauchisé, on peut rien dire, quoi. Richard Malka, vous dites dans votre livre qu'il y a la possibilité d'un islam des Lumières. Eh ouais, c'est un espoir qu'il ne faut jamais abandonner, l'espoir. Il s'est passé au début du XXe siècle en France une rencontre entre Al-Ghani et Mohamed Abdou. Et de cette rencontre est née la Nada, un mouvement de modernisation de l'islam. Notre pays a la plus grande communauté musulmane d'Europe et nombre au sein de cette communauté sont acquis aux valeurs républicaines. Mais des valeurs républicaines quoi. À la France quoi, à la France. La France, la liberté, la France c'est la liberté, c'est pas, oui c'est républicain bien sûr, bien sûr c'est la République, mais c'est plus que ça quoi. Des millions de musulmans ne se sentent pas représentés. En plus, ça pourrait dire les valeurs républicaines françaises. C'est ça moi que je préférais qu'on dise quand on dit euh, et vive la République française. Voilà, parce que c'est notre République qui est particulière par rapport aux autres, hein. Une petite étincelle qui réinventerait l'islam. Alors, on peut espérer en France, pays universaliste et républicain, une petite étincelle qui réinventerait l'islam. Il suffit de choisir une autre lecture du Coran comme beaucoup le font déjà. Donc voilà, c'est fini l'article, c'est vraiment passionnant encore, hein. Excellent, très très intéressant. Ok, alors là il y a un livre qui est sorti qui a l'air aussi passionnant. C'est sorti du livre Les frérismes et ses réseaux, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête. Florence Bergot Blacker, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête. Donc c'est par... Ah non, c'est la préface de Gilles Kepel, d'accord. Parce que Gilles Kepel, c'est quand même un boss dans ce sujet. Alors, bon, il y a une interprétation par F de Souche, mais bon.
Ce livre présente le mouvement islamiste issu de l'internationalisation du mouvement des frères musulmans tel qu'il s'est développé en Europe. Florence Bergo-Blacker le nomme frérisme. Elle explore ici de façon factuelle et documentée l'origine du mouvement, son fondement et doctrinal, son organisation et ses modes opératoires, ainsi que ses méthodes de recrutement et d'endoctrinement, et montre comment il étend son empire au cœur même des sociétés européennes en s'appuyant sur leurs institutions, en subvertissant les valeurs des droits de l'homme ou en islamisant la connaissance. Ni réquisitoire, ni dénonciation complotiste ou militante, c'est le résultat d'une enquête de fond étayée et référencée menée selon les méthodes des sciences humaines et qui cerne précisément un objet, l'islam frériste, qui construit un système islam décliné dans 3 directions, une vision, une identité, un plan. Le propos ne vise ni une religion ni une communauté de croyants, mais décrit un mouvement qui cherche à se servir d'eux pour imposer une stratégie d'islamisation des pays non musulmans dans toutes sortes de domaines, de l'économie à l'écologie, de l'école à l'université. Un document de référence qui éclaire un phénomène souvent mal cerné. Un livre précieux pour sa mesure et sa lucidité qui nourrit le débat de faits plutôt que d'anathèmes idéologiques. Ah, ça a l'air très intéressant. Florence Bergo-Blacker est anthropologue chargée de recherche au CNRS, au groupe Société, Religion, Laïcité et à l'école pratique des hautes études. Ça a l'air bien stylé comme livre. Pour essayer de parler, on va dire, un peu plus calmement de ces choses-là. Ah, elle avait sorti un autre truc là. En tout cas, c'est un livre que je pense, dès que je peux, je le lirai parce que ça a l'air extrêmement intéressant. Il y avait eu un autre article, c'est quand ça, en 2021, Florence Bergo-Blacker, un musulman prosélyte ne sera pas indifférent à ce visage européen à moitié voilé, signe de l'accomplissement de la prophétie calife. Fal qui doit assurer la présence de l'islam partout dans le monde. Il n'y a plus de calife donc, mais bon, c'est... Malgré l'autolicité de la campagne sur la diversité est toujours en ligne sur le site de l'institution, s'insurge Florence Bergo-Blacker. Et ouais. C'était à l'époque où il y avait eu cette pub où on voilait les femmes. Dans la pub, il y avait les Européennes qui étaient voilées, quoi. Qui se voilaient. Bon, magnifique. Alors, on va continuer sur un autre article et on aura fini cette... tac. Alors, on va continuer sur un article et lire dans tout ce dossier aussi qui a l'air très intéressant. Europe, l'islam fait face... non, l'islam face à l'emprise des frères musulmans. Dans le frérisme et ses réseaux, l'enquête dont nous publions des extraits en avant-première, l'anthropologue Florent Bergo-Beckel révèle comment les frères musulmans, la plus secrète des organisations islamistes, ont reçu à faire de l'Union européenne la base avancée de leur propre projet, de conquête du monde. Donc là, c'est cool parce que j'ai cet extrait et on va pouvoir le lire tranquillement et après on le partagera. Alors, l'Europe sous influence frériste. Dans le frérisme et ses réseaux, l'enquête dont nous publions des extraits en avant-première, l'anthropologue Florence Bergo-Blacker révèle comment les frères musulmans, la plus secrète des organisations islamistes, ont réussi à faire de l'Union européenne la base avancée de leur projet de conquête du monde. Mais ça a l'air tout à fait joyeux. Alors, de la décapitation de Samuel Paty, c'est bien de commencer par ça parce que la plus grande des horreurs, et Bolenstein l'explique bien que ça a commencé comme ça en Algérie avec les islamistes. Dans les années 90, c'est la décapitation des professeurs dans les petits villages. Alors, de la décapitation de Samuel Paty à la sortie de son collège aux manifestations pro-Burkini, dans les piscines, en passant par la marche contre l'islamophobie à Paris, leur ombre plane sans que jamais leur implication soit établie. Le déferlement de haine sur les réseaux sociaux contre le prof coupable d'avoir montré à ses élèves les caricatures de Charlie Hebdo a-t-il été orchestré par les frères musulmans? Rien ne permet de l'affirmer. Les militants de l'Alliance citoyenne, qui veulent imposer la mode pudique dans les établissements municipaux, réfutent toute accointance avec l'international frériste. De même que le collectif contre l'islamophobie, en France, CCIF, aujourd'hui dissous, à l'origine de la manifestation de 2019. Ça m'a l'air vraiment intéressant ce livre. L'immense mérite de l'enquête que publie Florence Bergo-Blacker
et de montrer que ces événements sans lien tangible les uns avec les autres servent un même objectif, soumettre l'Europe aux normes du fondamentalisme islamique, par la terreur, la pression et la persuasion. Comme son précédent ouvrage, Le marché halal ou l'invention d'une tradition, le marché halal ou l'invention d'une tradition, le nouveau livre de cette chargée de recherche au CNRS, éclaire dans sa totalité un tableau dont l'actualité quotidienne ne révèle que les détails les plus saillants. Elle expose ce qu'elle appelle le système islam, en partant de ses textes fondateurs, de véritables plans d'action où les maîtres à penser des frères musulmans ont décrit par le menu des méthodes aujourd'hui à l'œuvre en Europe. Eh ben, c'est pas très joyeux tout ça. Décortiquant la nébuleuse frériste, elle recense les organisations et associations qui en sont des émanations directes, mais aussi celles qui en sont devenues des relais d'influence grâce à l'entrisme des membres de la confrérie. Ils ne peuvent agir à visage découvert. Les frères musulmans ont mauvaise presse en Europe et sont interdits car considérés comme terroristes dans la plupart des pays arabes, y compris en Égypte où ils sont nés. Par exemple, l'imam de Bordeaux, c'est un ancien frériste. Mais bon, apparemment il est modéré. Soumission, Florence Bergo-Blacker consacre également plusieurs chapitres aux complices de l'international islamiste, au sein des institutions européennes, en France aussi, et aussi en Belgique, où elle se rend souvent. Elle montre comment la capitale belge est devenue le califat de Bruxelles, grâce à une entreprise de noyautage des frères musulmans dans les médias, les institutions et le monde associatif. Putain. Et grâce aussi à la lâcheté et à la soumission de la plupart des acteurs du monde politico-médiatique belge. Avec sa collègue anthropologue Fadila Maharoufi, elle a monté en 2020 à Bruxelles l'Observatoire des fondamentalistes. Sa création a pas mal bousculé le petit monde des associations laïques belges qui ne parlaient jamais de ces sujets. Se réjouit-elle? C'est bien ça. Dans le cadre d'un master sur l'endoctrinement des femmes à Bruxelles, Fadila Maharoufi, née en Belgique de parents marocains, s'est infiltrée pendant 3 ans dans une mosquée tenue par des fondamentalistes. Comment elle a fait pour ça? Ah, j'aimerais bien savoir. Ensemble, elles ont aussi ouvert à Bruxelles le Café Laïque, un café-restaurant où des auteurs de renom viennent donner des conférences sur les atteintes à la laïcité et sur le wokisme dans ses multiples expressions. Le 15 décembre, elle avait invité Caroline Eliachev et Céline Masson, respectivement pédopsychiatres et psychanalystes qui ont écrit La fabrique de l'enfant transgenre, pour alerter sur les ravages de la promotion du changement de sexe chez les enfants. Des militants encagoulés ont fait irruption dans le café en hurlant pour y déverser des excréments. Aucun des grands médias belges n'a mentionné cette agression. C'est étonnant. C'est étonnant. Ah, c'est elle, cette dame. C'est Fadila, là, à gauche, je pense. Elle a monté le café laïque. Bruxelles. Le combat culturel des frères musulmans. Florence Bergo-Blacker, putain, j'arrive pas à le dire, dévoile la stratégie des islamistes qui vise à introduire du séparatisme dans tous les domaines, tout en dénonçant sans relâche l'islamophobie. Islamophobie entre guillemets. Ok, donc ça continue. Alors attendez, mais c'était bien le début de l'article là. Ok. La stratégie de l'ICESCO. Le travail de subversion du droit international peut être illustré par la très explicite stratégie de l'ICESCO, Islamic Educational Scientific and Cultural Organization, qui doit beaucoup aux directives de Qaradawi. La technique d'usure des démocraties séculières par les frères s'élabore autour du droit à la différence, un droit qui n'existe nulle part en tant que tel, mais qui font dériver du principe de non-discrimination présent dans la Charte des Nations Unies. Pour les frères, nous l'avons vu, la puissance technologique et économique rend improbable la réussite d'une conquête militaire sur l'Occident. C'est par l'éducation et la culture, le domaine de l'ICESCO, que les démocraties occidentales céderont comme le monde musulman a cédé au XVIIIe siècle. Vers la fin des années 1980, les frères européens ont rédigé une stratégie pour renforcer le sentiment d'appartenance à l'Oumma des communautés musulmanes installées en Occident.
Elle a été publiée au Qatar, l'un des principaux bailleurs de fonds de la mouvance frériste dans le monde, par l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ICESCO. Intéressant. Créée sur le modèle de l'UNESCO pour l'Organisation de la coopération islamique, elle est elle-même créée comme une copie de l'ONU sous le titre L'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique. Il s'agit de donner corps à l'ambition suprémaciste des frères en élaborant un programme destiné à empêcher les minorités musulmanes d'adopter les lois locales et les principes issus de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans le document publié en anglais et en français, les frères proposent d'édifier la personnalité de l'être musulman, afin qu'il s'engage dans la vie quotidienne, à respecter les commandements d'Allah, ses prohibitions, se parer de l'éthique islamique généreuse et tolérante, fondée sur le bien, le droit, l'équité, le devoir à agir dans le cadre de la charia qui repose sur deux principes. Deux points, ordonner le bien, prohiber le blâmable. C'est tout à fait passionnant. La stratégie doit assurer une protection contre l'invasion et l'aliénation culturelle, garantir la sécurité culturelle et l'immunité nécessaire au développement de la personnalité du musulman. Le document de l'ICESCO est un texte d'une centaine de pages, confus, désordonné et répétitif. Il n'est pas signé, mais certains passages assez précis relatifs à la France suggèrent une proximité avec les textes des frères musulmans de l'IESH, Institut européen des sciences humaines, de Château-Chinon. Le document se concentre sur l'éducation des jeunes générations nées en Occident que l'islam ne doit pas perdre, car ils seront ces messagers. Et ils seront ces messagers qui répandront la religion des élus partout dans le monde. Les frères y expliquent que les musulmans ne sont pas assimilables, qu'ils n'apporteront aux occidentaux que des problèmes si ces derniers persistent à ne pas prendre en compte leurs besoins spécifiques d'être guidés par l'islam. Un argument que développait également le roi du Maroc souhaitant garder sous son contrôle la diaspora marocaine en Europe. Du fait de leur spécificité de musulmans, ils continuent de souffrir des humeurs racistes, notamment à l'occasion de l'exercice de certaines pratiques religieuses et de l'observance des préceptes religieux. Ils sont alors victimes de préjugés lorsqu'ils sont tenus pour responsables des attaques terroristes, ces pratiques déshonorantes et isolées auxquelles l'islam est tout à fait étranger. L'enseignement de la laïcité à l'école est une entrave au développement équilibré de l'enfant musulman auquel ont été inculquées les valeurs occidentales et les coutumes locales. Entre guillemets, certains problèmes dont souffrent les enfants immigrés dans les pays occidentaux sont en partie dus aux programmes scolaires qui sont destinés aux musulmans et aux occidentaux de manière égale. Putain, c'est chaud quand même, hein. Et qui ont essentiellement un caractère laïque. En effet, il est difficile pour un enfant qui a reçu une éducation occidentale laïque de s'en départir, tant il en a été imprégné. De fait, ces enfants et jeunes musulmans se voient inculquer les valeurs occidentales et ancrer le modèle de pensée et les coutumes locales. Il faut donc mettre en œuvre en Occident et voilà la stratégie. Ouvrez les guillemets, une éducation islamique appropriée et saine, des programmes judicieusement élaborés ayant pour objet la conscientisation, l'acculturation, l'orientation, la protection sociale, entre parenthèses des musulmans, suivant la lettre et l'esprit de l'islam. La finalité est de parvenir à un développement culturel durable des sociétés islamiques au sein des pays non musulmans. Il s'agit en résumé de protéger la personnalité musulmane des valeurs locales afin de développer un écosystème islamique durable dans les pays non musulmans. Il faut même l'immuniser contre son environnement immédiat. Le protéger de l'invasion et de l'aliénation culturelle, garantir la sécurité culturelle et l'immunité nécessaire au développement de la personnalité du musulman en le formant au principe de l'islam et de la culture islamique. Putain, mais c'est chaud. L'ICESCO appelle les pays islamiques à maintenir les liens avec les minorités musulmanes, notamment par les technologies de communication, et c'est pour ça que je comprenais pas, notamment par les technologies de communication en faisant usage de toute la gamme des moyens médiatiques afin d'assurer des relations et une communication permanente durable et fructueuse. Le secteur des médias halal éducatifs développé depuis les années 2010 est l'un des résultats de cette stratégie, sous prétexte d'assurer aux musulmans une image positive de soi inspirée de la spiritualité de l'islam. Les frères exigent le respect de la sacralité de l'islam aussi bien par les musulmans que par les non-musulmans. C'est pourquoi nous l'avons vu avec la promotion du concept flou d'islamophobie. L'interdit du blasphème reste une pierre angulaire de leur plan. Ainsi, la stratégie subvertit-elle les principes des droits universels pour revendiquer la nécessité de s'en séparer, notamment pour la jeunesse,
Deux points, donc ouvrez le mai, pour la prémunir contre toute fusion dans le milieu ambiant et permettre de la sorte à cette jeunesse de conserver sa spécificité culturelle dans le cadre du droit à la différence, lequel droit est devenu un élément fondamental des droits de l'homme et un pilier de la diversité culturelle qui compte aujourd'hui parmi les bases du droit international par référence à la Charte des Nations Unies. La stratégie préconise enfin le développement de l'enseignement islamique pour favoriser l'enseignement des valeurs, entre guillemets, favoriser l'enseignement des valeurs et de l'éthique islamique aux côtés d'une formation scientifique et cognitive. Car seul l'enseignement islamique peut concevoir, entre guillemets, concevoir et élaborer des visions et des méthodes éducatives à même d'épargner aux enfants de se heurter à des problèmes caractéristiques de la vie en milieu occidental et de les libérer de cette scission culturelle dont ils souffrent. L'Open Society de... Donc oui, comme d'hab, on voit les textes qui sont magnifiques. L'Open Society de Soros et la lutte contre l'islamophobie. Dès le début des années 2000, l'ONG du milliardaire américain George Soros a joué un rôle déterminant dans la dissémination du terme islamophobie dans les milieux académiques et éducatifs. L'Open Society European Policy Institute, la branche du réseau Open Society Foundation basée à Bruxelles, je crois que c'est ce dont tu m'as parlé, l'Antifa là tout à l'heure, basé à Bruxelles, a financé de larges études sur le problème musulman, destinées à conseiller les politiques européens pour une société plus inclusive. Le rapport signé Tufial Choudhury, conseiller de l'Open Society UK de 2006 à 2015, s'apparente à un véritable manuel frériste. Ce chercheur sur ce chercheur sur les questions de sécurité nationale s'est spécialisé dans la lutte contre la radicalisation djihadiste en proposant des programmes de réinsertion des droits des djihadistes et de défense des droits humains. Il fait partie de ces activistes qui ont pu disséminer via l'Open Society la théorie selon laquelle si les musulmans ne coopèrent pas davantage contre l'islamisme, c'est que les forces de police antiterroristes ne sont pas dignes de confiance. Ne coopèrent pas. Je pense qu'il y a une erreur. Si les musulmans ne coopèrent pas davantage contre l'islamisme. Il a ainsi pu proposer des solutions donnant plus d'autonomie politique aux musulmans, soit précisément ce que veulent les frères. On y trouve une série de recommandations comme accroître la participation des musulmans tant au niveau national que local sur les questions de politique de pratiques éducatives. Les autorités éducatives locales sont invitées à explorer la possibilité de fournir une éducation non mixte comme une option offerte aux parents dans les territoires à forte population musulmane. Il est suggéré d'établir les procédures de diffusion des bonnes pratiques pour répondre aux besoins des élèves musulmans et également de remplacer les écoles anglicanes par des écoles musulmanes, là où les musulmans sont nombreux. Il est conseillé de faciliter les pratiques islamiques dans l'espace public et en particulier dans les lieux d'éducation. Donc là, 2 points, c'est le texte. Donc on va pouvoir revenir là où je me suis loupé. Le gouvernement devrait mettre en place un système de prêt étudiants qui n'implique pas que les étudiants musulmans. Les étudiants musulmans de l'enseignement supérieur soient tenus d'agir comme contre les règles islamiques sur les paiements et la perception des intérêts. Et donc on en est arrivé là, ça continue avec cette partie-là. Les universités et autres établissements d'enseignement inférieur et supérieur devraient veiller à ce que les installations de prière, y compris les installations sanitaires nécessaires, soient mises à la disposition des musulmans sur tous les campus, que des aliments conformes aux exigences diététiques islamiques soient disponibles dans les réfectoires des étudiants, et qu'aucun étudiant musulman ne soit obligé de porter des vêtements qui contreviendraient aux règles musulmanes en matière de modestie et de décence. Les universités et autres établissements d'enseignement inférieur et supérieur devraient élaborer des politiques officielles sur l'islamophobie dans le cadre de leur politique d'égalité des chances et des relations raciales et devraient élaborer des procédures sensibles pour signaliser les incidents de harcèlement religieux et de discrimination à la fois sur le campus et hors du campus. Ça, c'est tout ce qu'il y a dans le texte là. Les écoles devraient prendre toutes les mesures possibles pour vérifier l'exactitude factuelle des représentations de l'islam dans les manuels et des livres de bibliothèque qu'elles utilisent, et pour vérifier qu'elles incluent des photos d'élèves musulmans de manière dépourvue de portée symbolique, non tokenistic way, dans les manuels pour toutes les matières. Les autorités éducatives locales et les écoles devraient veiller à ce que là où la citoyenneté est enseignée en tant que matière scolaire, elle soit enseignée d'une manière qui soit sensible aux problèmes particuliers auxquels sont confrontés les musulmans en tant que citoyens britanniques. Putain, c'est fou. Cela peut nécessiter l'élaboration de matériel spécifique relatif aux musulmans et à la citoyenneté que les écoles peuvent utiliser à la fois avec les élèves musulmans et dans le contexte du développement de la compréhension et du respect interculturel. Voilà, fin de la citation du texte là, qui a été fait en britannique. C'était quoi exactement? Donc je reviens dessus. C'est l'Open Society de Soros, quoi. Putain, c'est chaud, hein. Dans un autre rapport, Choudhury
Ouais, c'est Choudouri le rapport, 2017 explique que les musulmans ont été dénigrés et dominés et qu'en conséquence, un activisme islamique est une étape vers l'intégration civique. Il explique que les musulmans s'identifient en partie à l'islam en réaction au milieu qui les rejette, que les hommes musulmans ont été dominés. Qu'ils réagissent donc en mobilisant une identité forte, voire radicale. Pour lui, l'identité musulmane peut jouer un rôle dans la définition du sens de la masculinité chez les jeunes hommes musulmans qui peuvent ainsi construire une identité musulmane forte pour résister aux stéréotypes de faiblesse ou de passivité. Autrement dit, il faudrait accepter la violence des hommes s'ils sont musulmans, si l'on ne veut pas qu'ils se sentent humiliés et deviennent violents. Cette phrase est juste ultime, quoi. Et 2 points pour expliciter ça, l'activisme pour des causes ethniques et islamiques, même lorsqu'il a été conflictuel, a accéléré l'intégration musulmane. Une telle participation permet de s'engager dans d'autres formes de participation civique et politique. Alors que la politique identitaire musulmane peut être un déclencheur important pour la mobilisation et la participation, le processus de participation est en soi transformateur et les individus sont alors plus susceptibles de s'engager dans des processus plus larges d'engagement civique. Il en conclut ainsi que le salut du Royaume-Uni réside dans la religion et que les autorités religieuses peuvent résoudre le problème de la radicalisation. Donc 2 points encore, la qualité de la confiance du leadership religieux sont essentielles parce que le succès de la lutte contre la radicalisation consiste à fournir aux musulmans les connaissances et les idées nécessaires pour affronter les groupes extrémistes. Il peut ainsi, sans fin, allumer l'incendie en prétendant l'éteindre. Ça c'est vraiment ultime quand même, hein. On se fait tellement quenelliser, c'est magique. Magique, magique. Magikarp, je vous mets de quenelle bien au fond. Oh putain, c'est chaud, patate, ça, c'est chaud, franchement. Ces 3 textes là que j'ai lus, le texte de Bolen Sansal, ensuite le texte là entre Richard Malka et Rémi Brague, et ces extraits de L'islam sous influence frériste de Florence Bergo-Beckler, c'est juste un truc de fou. Je vais bien tout extraire, faire une belle vidéo parce que là, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes, sans parler de ça là. Non, c'est vraiment passionnant. Il y a beaucoup, on voit bien l'entrisme qui se répand là. En tout cas, je connaissais pas du tout ce truc aussi de 1980. 1980. C'est où ça? C'est vraiment passionnant le truc en 1980 qui a été fait au Qatar. Voilà, c'est là. Qui vient de l'ICESCO là. ICESCO, je connaissais pas. Qui veut dire, on rappelle, Islamic Educational Scientific and Culture Organization. Karawadi. Karadawi, pardon. La technique d'usure des démocraties séculières par les frères s'élabore autour du droit à la différence. Vers la fin des années 80, les frères européens ont rédigé une stratégie pour renforcer le sentiment d'appartenance. Mais on n'a jamais entendu parler de ce truc-là. Personne n'en parle de ce truc-là. Il y a un texte en fait, il faudrait le trouver ce texte. C'est vachement intéressant de le lire. Je pense que je le ferai pour la prochaine enquête. Je chercherai ce truc-là. En tout cas, voilà, c'est un truc de fou. Donc, fin de la vidéo. Par rapport à ça, n'oubliez pas de partager, de liker et de continuer à vous informer sur les problématiques. N'essayez pas d'être dogmatique comme peuvent l'être les gauchistes et d'essayer de voir plus en profondeur. Parce qu'au final, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont certainement des connaissances de musulmans qui pouvaient être des Français en fait. Et en fait, en gros, là, on voit bien que les fréristes, en fait, ils profitent du fait de la différence qui a été de plus en plus prononcée, plus les attentats et le fait qu'on se sépare de plus en plus, c'est la véritable partition, hein, de toute façon, hein, et qui ça, pour pouvoir encore plus prononcer cette partition, quoi. Et qu'au final, les terres d'Europe soient islamisées. Donc c'est très très compliqué, hein, très très compliqué.